On va juste attendre quelques minutes avant de commencer. Ce que je vais faire, je vais partager déjà l'écran. Bonjour. On attend jusqu'à 3h05 et puis après on va commencer. Bien, j'espère que vous m'entendez bien tous. Si jamais vous ne m'entendez pas, ben oui, je ne sais pas vous dire de me faire signe parce que du coup vous ne m'entendez pas, mais normalement vous m'entendez tous. Bien, j'espère aussi que, enfin, je vois qu'il y a le noyau dur qui reste et c'est bien, donc qui continue à progresser dans le MOOC approche systémique. J'espère que ça ne vous paraît pas trop ni dur ni rébarbatif. J'ai un peu regardé s'il y en a certains d'entre vous qui ont posté des vidéos pour le module 2. Je n'ai vu qu'une seule personne jusqu'à présent. Et je n'ai pas eu le temps de regarder honnêtement, vu que pour le moment, je suis un peu mélangé avec examen et échéance pour un rapport final qu'on va présenter. Mais n'hésitez pas à poster vos vidéos. Je suis sûr à 99,9% que si vous postez vos vidéos sur la partie certifiante, ce n'est pas nécessairement la dernière vidéo, donc vous ne devez pas avoir peur de poster une vidéo parce qu'elle pourrait être améliorée par la suite si vous le souhaitez encore.
Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de se focaliser surtout sur le module 4, mais on va faire peut-être un petit retour sur le module 3 si nécessaire. Pourquoi? Parce que on tourne toujours autour du concept de mécanisme et de la manière de l'interpréter. Le module 4, comme vous le savez, s'intéresse à la modélisation centrée agent. Et peut-être une manière de commencer, c'est de reprendre le schéma intégrateur qui est présenté plus ou moins au début du MOOC. Je vais essayer de prendre quelque chose, on va voir si ça fonctionne à noter. Ok, et donc dessiner. Okay. En couleur plutôt, une minute que je m'organise. Bon, c'est pas grave. Donc, vous vous souvenez que l'idée, c'est que dans le module 1, vous avez commencé à définir la situation sur laquelle vous voulez travailler, représenter cette situation sous forme d'un système. Donc, ça permettait d'avoir une première délimitation de votre situation d'intérêt. Dans le module suivant, vous vous êtes focalisé sur la définition d'une théorie de changement. Et vous vous souvenez que dans la théorie de changement, moi je retiens quand même des sortes une logique clé, c'est que là, dans cette théorie de changement, cette manière de voir la théorie de changement dont on a discuté dans le module 2, on insiste beaucoup sur finalement établir un lien logique entre une série d'actions et des objectifs qu'on voudrait se définir. Je vois qu'il y a une conversation, je vais m'assurer. Ah, vous n'avez plus le son. J'espère que tout le monde a le son. Je vais remettre encore plus fort. Normalement, je pense que vous devriez l'avoir. Est-ce que quelqu'un peut me dire oui, j'entends bien? Je vais. Tout le monde a le son qui est éteint, évidemment. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me confirmer que vous entendez? Okay, oui, j'entends très bien. Hein. Ok, ça va, c'est bon. C'est parce que c'est un peu déroutant le silence, mais donc ça va très bien. Donc c'est parfait. Donc je vais continuer. Du coup, merci. Voilà, donc on s'est focalisé sur la théorie de changement. Et dans la théorie de changement, la manière dont on le définissait au départ, c'est une théorie de changement assez classique, où en fait l'action est au centre et le lien, on essaie d'établir un lien logique entre une série d'actions. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi je ne vous entends pas du tout. Ok, Olivier. Depuis 3 minutes, je n'entends plus. Ok, mais vous devez éteindre votre micro, Olivier. Si vous n'entendez plus, c'est difficile à vous dire. Je vais de cette manière convertir. J'ai pourtant augmenté mon son, mais je n'entends plus. Excusez-moi. Voilà. Ok, alors, on ferme ceci. Donc, théorie de changement. Ensuite, aujourd'hui, si mon ordinateur veut bien fonctionner, ok, voilà. Donc, tout ça ne fonctionne pas si bien que ce que je le voulais. Hop, on va gommer ceci. On va mettre ceci. Excusez-moi, mais il y a un blocage. Il y a un blocage de hop, la souris qui va faire. Ok. Ok.
Et normalement, ça va marcher. Ok, ça marche. Très bon. On va le faire comme ça pour ne pas trop se compliquer la vie. Donc aujourd'hui, non, la fois passée, pardon, excusez-moi pour la confusion qui est liée à la technique qui ne fonctionne pas bien. Donc la fois passée, on a fait le lien entre, vous êtes parti d'un système, ici. Vous avez raconté une histoire de manière structurée, en incluant toute une série de composantes, pour pouvoir modéliser une théorie de changement initiale, donc comme je viens de le dire, qui était où les actions et le lien logique entre une série d'actions et des objectifs sont discutés, sont définis. Maintenant, on se rend bien compte que dans la réalité, ce qui fait le changement, ce n'est pas toujours le choix d'action ou d'intervention, mais c'est d'autres choses qui rentrent en jeu aussi. Et donc, aujourd'hui, on s'intéresse à une autre manière de concevoir le changement et de penser le changement en se focalisant sur ce qu'on appelle la modélisation centrée agent. Alors, dans la modélisation centrée agent, ce n'est plus l'action qui est au centre du changement supposé, mais c'est des agents qui ont des attributs. C'est les attributs de ces agents qui va les faire interagir avec d'autres agents et influencer des attributs sur d'autres agents. Alors, agents et les interactions vont avoir des conséquences sur ce qu'on appelle le comportement du système dans son ensemble. Alors, le comportement du système, on va le mesurer, on va le documenter au travers de choses qui m'intéressent particulièrement, de choses qui devraient être en lien avec les objectifs de mon système. Et donc, on va, dans cette logique modélisation centrée agent, identifier des attributs que je voudrais vraiment voir changer, qui vont être les caractéristiques de mon système, attributs que je vais monitorer, je vais voir comment ils évoluent au cours du temps au travers de, ça vous avez dû le voir dans le module 3, ce qu'on a appelé en anglais Behavior Over Time Graph, ou des graphiques qui documentent, qui illustrent les changements du système au cours du temps et qui illustrent ce qu'on dit aussi en fait le comportement du système au cours du temps. Alors normalement, l'idée est que on va de nouveau raconter une histoire. Dans cette histoire, on tient compte de ce qu'on a appris, de ce qu'on a développé comme raisonnement au travers de la théorie de changement. Et donc, dans cette histoire, on va faire des hypothèses de mécanismes potentiels, le mécanisme étant, dans ce cas-ci, ce qui pourrait expliquer le changement, et dans la modélisation centrée agent, le mécanisme va être très fort en lien avec des agents, leurs attributs, des interactions entre agents, et donc les conséquences que ce mécanisme a sur des changements qui surviennent au niveau du système, mais changements que l'on va mesurer au travers d'attributs spécifiques d'agents. Je ne suis pas sûr que, j'espère que jusqu'ici c'est un petit peu clair. Donc, on a eu, je répète, notre théorie de changement. De notre théorie de changement, on s'est focalisé sur quelque chose de plus précis. On raconte une nouvelle histoire. Dans notre nouvelle histoire, on a des éléments en fait qui vont illustrer le mécanisme qui m'intéresse. Et dans la modélisation centrée agent, le mécanisme qui m'intéresse automatiquement sera en lien avec des caractéristiques d'agent, ses attributs, et avec des interactions entre agents. Alors, pour pouvoir illustrer cette logique modélisation centrée agent, je vous ai présenté un programme qui s'appelle NetLogo. Mais finalement, le but n'est pas que vous appreniez à utiliser le programme,
C'est peut-être quelque chose qui viendra dans une des versions ultérieures de ce MOOC. Mais dans ce cadre-ci, c'est avant tout, le but est avant tout que vous compreniez la logique qui est sous-jacente à ce programme. Je vois qu'il y a une conversation, ce n'est pas important. OK. Alors, la logique qui est sous-jacente à ce programme est la suivante, et ça, normalement, vous avez dû le voir dans le module 3. Premièrement, on a au centre ce carré noir qui constitue, entre guillemets, le monde, mais qui constitue, on pourrait le dire aussi, les limites de votre système qui va vous intéresser. Alors, dans ce carré noir, vu qu'on est dans une modélisation centrée agent, on devrait retrouver des agents. Et ce qui va m'intéresser dans ce carré noir, mon système, c'est comment les différents agents interagissent ensemble et comment cette interaction change une série de choses, notamment au niveau des caractéristiques des attributs d'agents. L'évolution, les changements, je vais les suivre au travers de ce qui viendra plus sur la droite, une série de graphes qui vont illustrer comment, au niveau de l'ensemble des agents, les choses évoluent au niveau de l'ensemble de mon système. Avant de voir comment les choses évoluent au cours du temps, je pars aussi du principe que mon système, donc mon carré noir, son comportement va être très dépendant d'une situation initiale, d'une situation de départ. Et donc, une chose importante que je vais devoir penser, c'est ce que vous avez sur la gauche de l'écran, à savoir, vous allez devoir prédéfinir une série d'attributs d'agents, une série, dit dans d'autres termes, de caractéristiques de mon système. Et en prédéfinissant ces caractéristiques du système, vous pourrez en fait concevoir différents scénarios possibles par rapport à l'évolution de mon système. Donc, si je résume, j'espère de manière un peu plus claire, la logique que vous allez devoir essayer de développer dans ce module-ci. Numéro 1, bien sûr, vous avez identifié une partie de votre théorie de changement qui vous semble intéressant d'analyser sous un autre angle que uniquement le lien logique entre une action et des objectifs à atteindre. Donc, cette partie, vous l'identifiez parce que vous pensez que des agents et l'interaction entre ces agents va jouer un rôle important, vont jouer un rôle important sur des changements qui pourraient survenir au sein de votre système. Donc, première chose, vous identifiez une partie de votre théorie de changement. Deuxième chose, vous allez raconter une histoire et dans cette histoire, on parlera d'agents, on parlera d'attributs de ces agents. Dans les attributs, vous avez vu qu'on allait identifier des attributs qu'on pourrait contrôler, et on va en discuter au travers des exemples qu'on va prendre, et d'autres attributs que je ne peux pas contrôler au départ, je ne peux pas prédéfinir comment seront mes attributs au départ. Troisième point qu'on va devoir spécifier dans l'histoire, c'est des interactions qui vont survenir entre les agents, et ces interactions, elles sont influencées par les attributs d'agents, mais vont aussi elles-mêmes influencer, avoir des conséquences sur l'évolution d'attributs d'autres agents. Et donc l'interaction va devoir toujours se définir en termes de si un type d'agent a un type d'attribut, alors ça va avoir des effets sur les attributs d'un autre type d'agent. Ceci et alors, on va essayer de le monitorer et de l'illustrer, donc d'illustrer ces conséquences de ces interactions sur des graphiques qui vont s'intéresser à des aspects particuliers de mon système. Encore plus dur aujourd'hui, l'interaction, le manque d'interaction entre nous reste toujours quelque chose de compliqué. Alors,
pour ne pas rester trop dans la théorie, et c'est vraiment le but de ces webinaires, ce que je propose de faire, c'est qu'on regarde ensemble deux exemples, et je vais reprendre deux exemples pour lesquels on a déjà vu, en fait, soit la théorie de changement, soit le système initial, et pour lequel aussi, je crois que la fois passée, on a déjà écouté les mécanismes sur lesquels ces personnes-là s'étaient intéressées. Et je propose que... Excusez-moi, juste 2 secondes. Donc voilà, typiquement, une interaction d'un agent, ma fille qui vient d'accoucher, donc je ne peux pas empêcher de décrocher le téléphone. La tribu, c'est effectivement, c'est son statut, elle vient d'accoucher, elle vient d'avoir un petit enfant, donc je suis grand-père. Donc mon statut de grand-père prend plus d'importance que mon statut sur le webinaire ici. Donc, revenons à notre modèle centré agent et partons des deux exemples pour être le plus concret possible. Alors, je vais commencer par le premier exemple qui est donc l'exemple d'enfants qui sont dans la rue qu'on avait déjà vu les fois précédentes. Je vais voir si j'ai vraiment des problèmes avec mon ordinateur aujourd'hui. Je vais faire un nouveau partage d'écran. Alors, normalement, j'espère, je crois que c'est celui-ci. Non, celui-ci. OK. Est-ce que vous voyez bien la vidéo sur YouTube? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez une vidéo pour le moment? Merci pour les félicitations. Vous voyez bien la vidéo. OK. Donc, je lance la vidéo et donc je commence, ce qui normalement, vous devriez le voir correctement, j'espère. Je vais mettre en full screen. Je vais mettre ceci, voilà. Et voilà. 4 maintenant. Et voici ma pièce d'identité. Donc, je suis Gaëtane de Calvaire. Et on va tout de suite commencer parce qu'on a beaucoup de travail. Alors, donc, il nous est demandé d'identifier en premier lieu un mécanisme et de le travailler. Donc, en fait, moi, j'ai choisi un mécanisme dont j'ai déjà parlé dans mon BOTG, donc qui est le mécanisme de protection des enfants via l'approche en réseau, l'approche communautaire. Et donc, dans mon BOTG, c'était la ligne la plus haute et qui se base sur le mécanisme, on va dire, de au plus on informe et on intègre la communauté et le réseau, au plus on augmente sa solidarité, au plus on augmente l'aide et la sécurité aux enfants en situation de rue. Donc, on va... Excusez-moi, je prends juste 2 secondes parce que donc Gaëtane de Calvaire a mentionné BOTG. Vous avez vu dans le module 3 que finalement, il devrait y avoir, on vous propose 2 manières pour commencer à travailler sur des mécanismes, soit dans ce cas-ci au travers d'une modélisation centrée agent, soit plus tard au travers modélisation centrée sur la dynamique d'ensemble du système. Pour identifier ces mécanismes, soit on utilise une technique de construire de manière participative le comportement du système au cours du temps
donc un BOTG. Et donc l'idée là, c'est beaucoup plus au travers des échanges entre les parties prenantes du système, essayer d'identifier des hypothèses, donc ces fameux mécanismes qui pourraient expliquer un changement. Ça, c'est la première possibilité. Ou la deuxième possibilité, c'est celle qui viendra, je crois, dans la vidéo suivante, c'est d'utiliser alors une théorie. Et donc, moi, je vous proposais, par exemple, la théorie NPT, Normalization Process Theory, donc, qui est une théorie qui, elle-même, pourrait s'appliquer à différentes réalités et être un point de départ pour identifier des mécanismes qui s'appliquent à votre système d'intérêt. Donc, ici, Gaëtane de Calvert, elle sait avant tout, elle a utilisé un BOTG, et quand on utilise un BOTG au départ, elle devrait normalement avoir fait ce travail-là de manière participative avec les différentes parties prenantes qui sont intéressées par votre situation. Je reprends. Et le réseau, au plus on augmente sa solidarité, au plus on augmente l'aide et la sécurité aux enfants en situation de rue. Donc on va appeler ce mécanisme de protection. J'ai pris cette théorie donc en fait d'un rapport issu de l'association Terre des Hommes. Donc le lien est en description. Je n'étais pas sûre au début que c'était une théorie, puis j'ai été vérifier la définition de la théorie qui dit que c'est un ensemble cohérent d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis. Et donc, en effet, ce rapport peut correspondre à cette définition. Donc, Oups, flûte. Excusez-moi. Décidément. C'est-à-dire au plus on informe l'aide et la sécurité aux enfants en situation de rue. Donc, on va appeler ce mécanisme de protection. Donc, juste pour vous dire aussi, donc, il y a deux manières d'identifier le mécanisme, et on voit qu'en fait, Gaëtane utilise les deux approches. En même temps, elle utilise une théorie, mais en même temps, elle a fait un BOTG de départ, normalement, où elle a dû interagir avec les parties prenantes pour essayer de bien comprendre ce qui se passait. J'ai pris cette théorie. Je vais avancer un peu, excusez-moi. Pas sûr au début que c'était une théorie, puis j'ai été vérifier la définition de la théorie qui dit que c'est un ensemble cohérent d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis. Et donc, en effet, ce rapport peut correspondre à cette définition. Donc, je vais vous lire juste un petit extrait pour vous illustrer cette théorie qui dit que la prévention à la situation de rue passe par le développement des capacités et de la solidarité des familles et des communautés afin de renforcer un environnement de protection pour les enfants. Donc voilà, ça matche plutôt bien avec ma théorie de changement et donc j'ai choisi de continuer à travailler sur ce document. Alors, on va ensuite réaliser donc, un diagramme des classes, un diagramme UML, et donc on nous demande de le justifier, mais en fait, moi, le mécanisme que j'ai choisi, il est bien sur un groupe de personnes qui interagissent dans un territoire. Et donc, le modèle qui nous est proposé, il va nous permettre de comprendre la dynamique de changement. Parce que les modèles sont très agents, ils se basent sur le principe que les comportements du système, ils peuvent être expliqués par les caractéristiques des agents qui la constituent et de leurs règles d'interaction. Donc, c'est pertinent de travailler sur les agents, sur leurs caractéristiques et leurs règles d'interaction, parce que ça va nous permettre de comprendre la dynamique de changement. Excusez-moi. Donc là, elle a beaucoup mieux expliqué que moi l'intérêt de travailler sur une modélisation centrée agent. Je crois que pour moi, c'est très clair la manière dont elle vient de dire les choses. On pourra en discuter après. Qui a lieu dans le territoire et le groupe de personnes que j'ai identifié dans le mécanisme. Donc, on va réaliser sans plus tarder ce diagramme des classes. Donc, je n'ai pas trouvé que c'était un exercice spécialement facile. Donc, je me suis basée sur ma théorie qui identifiait plusieurs acteurs, plusieurs agents, et j'ai retenu ceux qui sont plus pertinents. Alors, il y en a dont je n'ai encore jamais parlé dans aucune de mes vidéos, et donc c'est vraiment une plus-value à travailler sur ma théorie de changement. Donc, ici, j'ai installé l'agent gouvernement. Je lui ai donné des attributs législatifs, exécutifs, judiciaires et des attributs d'implication de participation.
parce qu'en effet, c'est important que le gouvernement s'implique dans son pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Alors, j'ai mis en lien ceci avec les associations locales. En effet, ils sont en lien parce qu'ils dépendent énormément des décisions politiques et des financements. Alors, des associations locales, j'ai donné comme attribut proximité, gouvernance, collaboration et accessibilité. Donc, on a vu que c'était quand même des grands enjeux dans la théorie du changement. Alors, un nouvel agent dont je n'ai encore jamais parlé non plus sont les exploiteurs. Et je leur ai donné comme attribut l'autonomie. L'autonomie parce que justement, ils sont trop autonomes et donc il faudrait diminuer cette capacité d'autonomie. Et donc, en fait, ces deux acteurs-là dont je n'ai jamais parlé, je les ai rajoutés un peu à cette théorie des agents parce que notre théorie de Terre des Hommes nous dit que c'est un non-sens de travailler sur le renforcement des compétences et sur la création de réseaux positifs sans travailler sur les causes productrices. Or, je pense qu'ici, on trouve des causes productrices de la situation des enfants des rues actuellement. Donc, les exploiteurs sont aussi directement en lien avec les enfants. Les enfants, je leur ai donné des attributs d'autonomie parce que justement, ils sont trop autonomes pour leur âge, parce qu'ils doivent répondre à tous leurs besoins. Et donc, ça influence fortement le travail des associations qui doivent trouver des solutions pertinentes de réintégration. La santé, parce qu'au final, c'est sur ça qu'on travaille, sur la bonne santé des enfants, sur la diminution, sur l'augmentation de leur sécurité et tout ça. Et l'intégration, donc ça c'est plutôt l'intégration au niveau de la population, parce que c'est un des grands enjeux pour les enfants, c'est d'être réintégrés à la population, à la société. Et donc on retrouve la famille et les communautés qui sont ici, donc en mauve, j'ai mis notre triangulation qu'on essaye de faire avec notre théorie de changement, de former des relais communautaires et d'augmenter le réseau qui aurait lieu entre ces trois agents ici. Alors, la famille et communauté, j'ai donné la solidarité, l'autonomie, donc l'empowerment, et la proximité. Ce que je voulais faire, c'est quand même prendre ceci. J'ai donné la solidarité, l'autonomie, donc l'empowerment, et la proximité. Je vais juste bloquer ici. En fait, donc, cette première partie de l'exercice modélisation centrée agent, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Le premier but, c'est quand on veut décrire un système, dans ce cas-ci, le système, c'est un ensemble d'agents, on est obligé de simplifier la situation. On ne peut pas tout décrire. On est obligé de décrire seulement certaines parties du système. Et donc, on est obligé de simplifier, numéro 1, en limitant le nombre d'agents qu'on va choisir de décrire. Donc ici, on a déjà choisi de décrire 1, 2, 3, 4, 5 agents différents, ce qui en soi peut être déjà beaucoup. Donc, premier objectif, je vais essayer de regrouper mes acteurs, mes personnes sous forme de un nombre d'agents limité. Et au sein de chacun des agents, je vais essayer aussi de limiter les attributs, donc ces caractéristiques qui sont descriptives de mes agents. Donc ça, c'est une première chose importante, essayer de limiter au maximum les agents qu'on va inclure dans la description, et 2, limiter au maximum les attributs qu'on va inclure pour décrire chacun des agents. Et donc ces attributs, je vais les limiter en fonction de, ils servent vraiment, ils doivent vraiment servir à comprendre d'une part les dynamiques d'interaction et d'autre part le changement qui survient au sein de mon système. OK. Si vous voulez commenter, dire quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, vu qu'on n'est pas trop, on peut en discuter. Donc ça, c'est la première partie. Et je vais vous montrer la deuxième partie.
que j'espère que vous voyez. Ou donc, hop, voilà, voilà, et voilà. C'est toujours Gaëtane, donc ma vidéo en fait a coupé dans mon module 4, mais elle a coupé à un bon moment, et comme j'ai du mal à enregistrer mes vidéos en une prise et que ça me prend quand même beaucoup de temps, j'ai décidé de garder cette prise-là qui est bonne et de rajouter la suite du module 4 dans une deuxième vidéo. Donc j'espère que vous regarderez bien les deux vidéos parce que l'une ne va pas sans l'autre, ce ne sera pas complet. Donc on était avec notre modèle centré agent ici. Et on va partir sur l'interface de NetLogo. Alors, pour cette interface, donc, je vais identifier en premier lieu le monde. Donc, le monde avec nos différents agents comme ici. Donc, je n'ai pas synthétisé de nouveau leurs liens, mais c'est clair qu'ils sont tous en interaction. Donc, c'est les agents d'une situation qui est la situation des enfants des rues. Donc, j'ai utilisé des pictogrammes pour représenter les prestataires de santé, la famille communauté, les enfants, les politiques et les exploitateurs, enfin les exploiteurs. Alors, à ça, on a appris qu'on pouvait rajouter des attributs de valeur initiale, donc ceux qu'on peut le plus contrôler. Et donc, bon, là, pour les attributs et pour les règles d'interaction et les BOTG, je ne sais pas gérer toute ma situation, donc j'en ai choisi certains qui vont pouvoir bien illustrer vraiment le modèle NetLogo. Et donc, j'ai choisi la collaboration. Donc, la collaboration, c'était la collaboration des associations locales avec les familles et les enfants, et le pouvoir exécutif et judiciaire du gouvernement. Donc, j'ai d'autres attributs qu'on ne sait pas vraiment contrôler, et donc, je les ai mis dans des échelles entre 0 et 10. Donc, j'ai choisi la solidarité des communautés et des familles, l'intégration des enfants et l'autonomie des exploiteurs. Juste ici, si on essaie de traduire ce qu'elle a dit, elle part du principe qu'on peut, entre guillemets, choisir des associations en fonction de leur niveau de collaboration avec la famille. Donc, du coup, je peux choisir le niveau de collaboration parce que je peux choisir les associations qui ont un fort niveau de collaboration. Là où c'est peut-être moins clair, c'est qu'elle devrait pouvoir choisir, parce qu'elle dit qu'elle peut contrôler le pouvoir exécutif et judiciaire, le niveau de pouvoir exécutif et judiciaire au niveau du système. Donc, la valeur initiale d'un attribut et le fait que je puisse jouer avec la valeur initiale d'un attribut, ça suppose que je peux choisir des agents en fonction de leur niveau de collaboration, dans ce cas-ci par exemple, en fonction de leur niveau de collaboration au départ d'un changement éventuellement que je voudrais monitorer. Okay. Alors qu'il y a d'autres choses que je ne peux pas choisir dès le départ, apparemment, d'après ce qu'elle dit, c'est par exemple le niveau d'autonomie des exploiteurs. Ça, ce n'est pas quelque chose que je peux choisir dès le départ, mais c'est quelque chose, si elle parle des autres attributs, qu'elle va probablement vouloir changer au cours du temps. Et donc, c'est quelque chose dont on suppose déjà qu'il va se retrouver au niveau, je suppose, des BOTG, donc des graphiques qui monitorent l'évolution du système au cours du temps. Donc ensuite, on a défini des règles d'interaction et ces règles d'interaction vont former et vont aider à former le BOTG avec des variables de sortie en fait. Alors, dans mes règles d'interaction, j'ai si on augmente la collaboration, donc on prend le curseur, on associe, donc si on augmente la collaboration des associations locales, on augmente la solidarité des communautés et des familles. Donc là aussi, on va pouvoir augmenter le curseur, enfin, c'est pas vraiment un curseur ici, mais on va pouvoir augmenter le niveau. Donc, on peut le mettre ici, si on augmente le curseur. Ici, on augmente le curseur ici. Alors, dans ma deuxième règle d'interaction, j'ai si on augmente la solidarité des communautés, on augmente l'intégration des enfants.
Et donc, vu que la solidarité des communautés et des familles ont été augmentées, on peut dire qu'on va augmenter aussi l'intégration des enfants. Et enfin, dernière règle d'interaction, on peut dire que si le pouvoir exécutif et judiciaire du gouvernement augmente, on diminue l'autonomie des exploiteurs. Donc, on place ici, et l'autonomie des exploiteurs va diminuer. Donc voilà, c'est, je pense, comme ça que peut fonctionner un schéma NetLogo, avec ensuite des BOTG, avec comme variable de sortie, moi j'ai choisi la sécurité de la rue, donc la diminution des incidents de rue, l'accompagnement au long terme des enfants, avec comme finalité le départ de rue des enfants, donc la réinsertion des enfants. Donc si j'ai bien compris, quand on appelle. Donc vous voyez ici, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas top dans ce modèle-ci, c'est que normalement, les autres attributs auxquels elle s'intéresse devraient être des attributs au moins qui font lien avec ce qu'elle a mis dans son BOTG. Et pour le moment, on ne voit pas encore clairement quels sont les liens entre ces autres attributs et par exemple le départ de l'enfant de la rue. Comment ces autres attributs-ci vont influencer le départ de l'enfant de la rue, le fait que l'enfant ne soit plus dans la rue. Par contre, ce qu'elle explique bien, les règles d'interaction qui mettent en lien des changements possibles d'attributs qui sont au départ je peux contrôler. S'il y a des changements de ces attributs-là, alors je vais observer des changements dans les attributs, les autres attributs qui sont des autres attributs qui doivent qu'on suppose qui intéressent la collègue ici qui a fait ce modèle-ci. Et ces règles d'interaction, c'est une manière de parler de mécanisme dans ce cas-ci. D'accord? Donc, ces règles d'interaction, d'une certaine manière, sont des mécanismes. Je reprends juste un peu en arrière pour terminer. Donc, la réinsertion des enfants. Donc, si j'ai bien compris, quand on appuie sur Go et qu'on a identifié toutes ces règles d'interaction, je pense que le schéma va se mettre en mouvement. Alors, en quoi est-ce que ça peut en quoi est-ce que ça peut, on nous demande de justifier un peu l'utilisation de ce NetLogo. Alors, je trouve que c'est difficile de justifier parce que vraiment, on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de modèle. Après, je pense que ça peut vraiment être positif dans le sens où on voit un peu d'interaction et de mouvement dans ce qu'on a prévu. Et au lieu d'avoir quelque chose de statique avec des actions qui seraient comme dans un plan, en fait, avec des actions qui vont être A, B, C. Là, on voit vraiment les liens entre A qui provoque B, qui provoque C. Attention, si on augmente aussi C, ça peut diminuer B. Et donc, je pense que c'est vraiment dans l'action et à partir du moment où on appuie sur le point Go, je pense que c'est là que le schéma va vraiment apporter quelque chose. Alors, je vais retourner ici. Donc, ici. Comment je peux retourner? Ah oui, arrêtez ici. Voilà. Hop. OK. Donc, premier modèle échangé avec vous. Dans la dernière partie de ce que Gaëtan nous a présenté, c'est qu'effectivement, ce type de modèle, normalement, doit permettre une simulation du changement. Et donc, normalement, on doit pouvoir mettre en mouvement mon système et voir en fonction des hypothèses que j'ai posées, à savoir les si et alors, qu'est-ce qu'il se passe réellement, enfin pas réellement, qu'est-ce qu'il se passe virtuellement, et ce qui se passe virtuellement, est-ce que cela correspond-il à ce que j'avais imaginé? Si oui, peut-être ça confirme donc les mécanismes potentiels que j'ai identifiés. Sinon, ça me permet d'identifier éventuellement de nouveaux mécanismes et de nouvelles choses. Mais cette dernière partie, moi, je ne vous demande pas de la faire. Ce que je vous demande vraiment, c'est de vous focaliser sur la logique de départ qui a été expliquée jusqu'à présent par Gaëtan. Est-ce que vous avez des commentaires à faire à ce stade-ci avant qu'on passe à un second modèle? Non, pas de commentaire particulier pour moi en tout cas.
ce que je vous propose de faire, c'est de passer au second modèle, qui est aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est donc Catherine Fillon, je crois que c'est Catherine Filleul, pardon. Et je vais me mettre au tout départ et on va essayer de s'arrêter là où il le faut. Je vais vous partager l'écran d'abord. Voilà. 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 Et on va commencer. Bonjour, je m'appelle Catherine Filleul, je suis infirmière enseignante. Voilà ma carte d'identité. Je vais vous présenter un mécanisme particulier de la théorie de changement que j'ai proposé pour améliorer la prise en charge d'un patient psychotique dans la communauté. Revoici ma théorie de changement. J'ai choisi de tester le mécanisme par lequel la solidarité augmenterait dans ma communauté. Je vais me focaliser seulement sur quelques acteurs. Voici la partie restreinte de la théorie de changement sur laquelle je vais me concentrer. Donc, chose que fait Catherine Filleul, que n'a pas fait Gaëtan de Clevercova, qui n'est pas aussi clair, c'est qu'elle montre bien sur quelle partie de la théorie de changement initiale, donc très centrée action et lien causal avec des objectifs, sur quelle partie elle se focalise. Et je suppose par la suite, elle va expliquer pourquoi elle choisit cette partie et en quoi, dans cette partie, il est vraiment utile et intéressant de développer une logique centrée agent et non plus centrée action. Donc, je continue. J'ai mis l'hypothèse du mécanisme suivant. Si les membres de l'équipe 107 vont personnellement vers les aidants proches et les prestataires de la maison médicale, ceux-ci sont rassurés par la concrétisation d'une procédure qui leur permet de demander de l'aide et seront encouragés à prendre chacun une part de responsabilité dans la prise en charge du patient. Cela allégera la charge individuelle et consolidera le réseau d'accompagnement autour du patient. Et donc, ma question est, pourquoi et comment la possibilité pour les proches, les prestataires de la maison médicale et les membres de l'équipe 107 de travailler ensemble augmenterait la solidarité dans la communauté? Ce mécanisme nécessite de la part de différents acteurs des changements dans leur façon d'agir et d'interagir. Parmi les théories qui exposent les conditions d'aboutissement de tels changements, j'ai retenu la Normalization Process Theory que vous avez proposée vous-même. Elle m'aide à distinguer les 4 tâches que doivent accomplir les agents pour permettre à la trajectoire de devenir partie intégrante de leurs actions habituelles. Les 4 tâches dans cette théorie sont la cohérence, où le changement proposé à l'agent fait sens dans sa vie et dans son travail. La participation, les acteurs se construisent une vision commune du changement à réaliser. L'ajustement, lorsque chaque acteur fait en sorte que le changement soit opérationnalisé. Et la réflexivité, lorsque les acteurs cherchent à améliorer les procédures en étant persuadés que c'est un effort positif. Donc ici, Catherine Filleul a pris une théorie beaucoup plus, je dirais, formalisée, une théorie beaucoup plus généralisable, je dirais, que celle qui a été prise par Gaëtan de Kelver. Mais les deux approches sont tout à fait valables. Et donc, l'intérêt de prendre cette théorie, ça va lui permettre normalement de mieux identifier des attributs dans les agents qu'elle va sélectionner. Pourquoi une modélisation centrée agent? En fait, le mécanisme que je propose plus est une hypothèse causale, une tentative d'expliquer comment je pourrais parvenir à plus de solidarité au départ d'une partie de la trajectoire. Cette partie de trajectoire fait agir et interagir des agents et leurs actions et interactions sont tentées d'incertitude et c'est pourquoi il est intéressant d'utiliser une modélisation centrée agent pour expliquer. Cette modélisation permet de comprendre comment une action d'un agent influence un autre agent
et donc permet de comprendre les règles qui régissent les interactions entre les agents du système, donc d'examiner les mécanismes mis en œuvre, de mieux comprendre le complexe d'implémentation de ma théorie de changement et de finalement m'aider à mieux adapter ma théorie de changement. La première étape pour construire ce modèle centré agent est d'élaborer un diagramme de classe. Les 4 agents que j'ai identifiés ont des caractéristiques qu'on va appeler attributs qui servent à les différencier. Chacun est actif sur un territoire particulier. Chacun possède une identité sociale différente, liée par exemple à son appartenance à une profession. Chaque agent est aussi à un stade d'accomplissement différent des 4 tâches liées au changement mises en évidence par la théorie, que sont la cohérence, la participation, l'ajustement et la réflexivité. Ces classes d'agents possèdent 2 grandes sous-classes, que je nomme les prestataires et la communauté. L'équipe 107 et la maison médicale font partie des prestataires et se distinguent d'une part par leur niveau de formation en psychiatrie, l'un une formation généraliste et l'autre une formation spécialisée. Les prestataires de la maison médicale sont aussi beaucoup plus disponibles que ceux de l'équipe 107. Dans l'autre sous-classe d'agents, la communauté, je propose 4 attributs d'intérêt qui différencient les patients psychotiques de leurs aidants proches. Il s'agit du niveau de capacité de décision ou autonomie qui est élevé chez les aidants, variable chez les patients, la capacité d'action ou indépendance qui est beaucoup plus élevée chez les aidants que chez les patients. Les connaissances en psychose qui sont très différentes puisque chez les aidants, elles seront assez basses et chez les patients, elles seront avant tout expérientielles, ainsi que le niveau de solidarité, donc la qualité et la densité des liens qu'ils vont créer les uns envers les autres. Alors, donc, une chose aussi qui est bien faite ici, je trouve, d'une part, un choix d'agents qui reste limité, donc 4 agents différents, mais qui font partie de classes qui sont similaires. Un nombre d'attributs qui est aussi relativement limité et qui est bien justifié, je trouve. Elle explique bien pourquoi elle a utilisé les attributs autonomie, dépendance ou indépendance, connaissance psy, solidarité pour les patients, les aidants proches, parce que c'est a priori des choses qui sont importantes pour pouvoir caractériser patients et aidants proches. Maintenant, normalement, les attributs qu'elle a identifiés devraient servir ou devraient être intégrés dans ce qui va venir plus tard, dans la logique du si et alors. Donc, si l'autonomie quelque chose, alors la solidarité quelque chose d'autre. Si on n'utilise pas ces attributs dans des si et alors, à la limite, on n'a pas besoin de ces attributs. Donc, on est toujours dans une logique, quand on fait une modélisation centrée agent, de simplifier au maximum la situation pour me permettre de discuter de mécanismes particuliers, dans ce cas-ci, où les agents et les interactions entre eux sont des éléments clés de ces mécanismes. Donc, on passe à l'étape suivante. Ici, donc, le diagramme de classe. Maintenant, je vais décrire les interactions principales entre les agents à l'intérieur d'un diagramme de classe centré sur les interactions. Voici mes 4 agents, chacun avec les 6 attributs issus des agents et les attributs de leurs sous-classes respectives. On constate qu'au sein de chaque classe de prestataires, il y a des interactions entre les différents agents qui font que les attributs d'un agent peuvent être modifiés par ceux d'un autre agent qui interagit avec lui. Et on constate qu'entre les classes, les agents de l'équipe 107 ont d'importantes interactions avec les maisons médicales, les patients avec les maisons médicales et leurs proches, et les proches avec les maisons médicales. Si j'utilisais les logiciels d'interaction avec... Donc, normalement, et ça, je crois même que c'est quelque chose que moi, je n'ai pas bien fait dans l'illustration,
il faudrait être le plus concret possible dans les interactions qu'on commence déjà à présenter dans ce diagramme de classe centré sur les interactions. Et donc, on met une flèche que si il y a des interactions qui sont vraiment importantes entre patients et maison médicale, entre patients et aidants proches, et qu'on est capable de les illustrer. Okay. Jean, est-ce que ce serait possible de rappeler ce qu'est l'équipe 107? Oui, en effet, ça c'est une très bonne question. C'est très belge comme expression. Donc l'équipe 107, c'est des équipes mobiles, psychiatriques, mais surtout psychiatriques en fait. Et en fait, elles ont été créées dans le cadre de la désinstitutionnalisation de la prise en charge de personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques sévères, style schizophrénie, psychose sévère. Et donc, les équipes 107, en fait, sortent de l'hôpital pour aller accompagner les personnes dans leur réinsertion dans la communauté. Et normalement, elles doivent être appellables par des maisons médicales, mais aussi par d'autres types de prestataires de première ligne, médecins généralistes, autres, en cas de problèmes qui peuvent se poser lors de la réinsertion des personnes qui ont un problème psychiatrique sévère, réinsertion dans la communauté. Voilà. Avec les maisons médicales, les patients avec les maisons médicales et leurs proches, et les proches avec les maisons médicales. Si j'utilisais le logiciel NetLogo, je devrais commencer par encoder les valeurs fixes et les attributs contrôlables pour les différents agents, qui seraient donc des settings ou des situations de départ de mon système. Donc, dans la partie des situations de départ. Excusez-moi. Donc ici, de nouveau, on s'intéresse à des attributs dits contrôlables. C'est-à-dire, on pourrait s'imaginer, dans mon système, dans ma situation, il y a des choix de départ que je peux faire. Donc, clairement, je peux faire des choix sur le territoire qui va être couvert par des prestataires de ces équipes psychiatriques mobiles. Je peux faire des choix sur la taille du territoire qui sera couvert par des prestataires de maisons médicales. Alors là, c'est moins clair sur le lien entre territoire et aidants proches. Je ne sais pas si elle l'expliquera par la suite. Par contre, je pourrais aussi, vu que c'est des attributs qu'elle dit être contrôlables, prendre des décisions et dire je vais choisir des aidants proches qui ont un niveau d'autonomie suffisamment important pour faire vivre mon système, faire fonctionner mon système avec des patients, des personnes qui souffrent de problèmes psychiatriques sévères et qui retournent à la maison. Et donc aussi, chez mes patients, je pourrais faire le choix, je vais travailler avec ces personnes-là à la condition qu'elles aient un niveau d'autonomie d'un certain niveau. Et donc, de nouveau, chacune de ces attributs contrôlables, ça veut dire, au départ, avant de monitorer mon système ou de mettre en œuvre mon système, ça veut dire que moi, d'une certaine manière, je peux contrôler ces attributs, ces caractéristiques de ces différents agents. J'espère que cet aspect-là est suffisamment clair. Et donc, en soi, c'est déjà un exercice sur qu'est-ce que je pourrais, entre guillemets, choisir moi-même, contrôler moi-même, versus tous ces attributs que je ne peux pas contrôler et qui sont la plupart du temps pas nécessairement intéressants à monitorer, sauf si ils constituent un objectif à atteindre, sont en lien avec un objectif à atteindre. Donc je continue à la vidéo pour dépasser les attributs contrôlables. Mon système. Donc, dans la partie de l'interface qu'on appelle le monde, je décrirai le nombre et la forme de mes agents sur un territoire donné. Ils interagiront lorsqu'ils seront proches les uns des autres. J'introduirai ensuite des règles d'interaction pour le mécanisme que j'étudie,
Elles définissent donc le contexte dans lequel évoluent mes agents. En voici quelques exemples. Si la disponibilité des équipes 107 augmente, alors la formation en psychose des prestataires des maisons médicales augmente, puisqu'ils se rencontrent plus et peuvent se transmettre plus d'informations. Si les prestataires de maisons médicales sont mieux formés, alors la connaissance des aidants proches s'améliore, puisque lorsqu'ils demandent de l'aide à la maison médicale, ils reçoivent des informations pour mieux gérer le problème. Cette augmentation de leurs connaissances les rendront plus à même de faire preuve de solidarité envers les patients dont ils s'occupent, qui seront auprès d'eux d'une façon plus durable et plus dense. Si le territoire géographique de responsabilité d'une maison médicale se réduit, alors la disponibilité à chaque patient augmente. Suite à cette disponibilité, la tâche d'ajustement des aidants sera améliorée. Ils seront plus à même, en effet, de discerner le rôle et celui de la maison médicale et se sentiront davantage soutenus pour le mettre en œuvre. Et si leur capacité d'ajustement augmente, alors ils vont avoir plus conscience de leur capacité à aider les patients, ils vont les utiliser et améliorer la relation qu'ils vont entretenir avec le patient. Donc, quand on voit ces si et alors, donc il devrait être une manière concrète de parler de mécanisme. Il y a, et donc c'est pas du tout une critique de Catherine Filleul parce que je trouve qu'elle a fait vraiment un très bon travail. Je crois qu'on est, enfin moi-même, quand j'ai essayé de faire l'exemple, je suis aussi tombé dans le piège. Il y a quelque chose, entre guillemets, qui ne va pas dans la mesure où, normalement, donc, on a disponibilité de l'agent équipe 107, donc ça c'est un attribut. Formation psy des maisons médicales, c'est un autre attribut. Et donc il y a toute une série d'attributs, disponibilité, formation, connaissance, psy aidant proche, solidarité au niveau de la communauté. Donc ça c'est chaque fois des attributs qu'on devrait, bien sûr, je vais remonter en arrière, redescendre en arrière, comment on dit, je ne sais pas, hop, voilà, ici, qu'on devrait retrouver dans les différents attributs qui ont été identifiés donc, par Catherine Filleul. Mais par contre, elle ne parle pas du tout de ces attributs cohérence, ajustement, réflexivité, participation. Donc, si on ne parle pas du tout de ces attributs, finalement, ça ne sert à rien de les utiliser ou de les présenter. Donc, c'est toujours le principe, je ne vais mentionner un attribut que si je crois qu'il a un intérêt par rapport au comportement des agents, aux interactions qu'ils peuvent avoir entre eux et aux conséquences que ça peut avoir sur l'évolution du système dans son entièreté. Okay? Donc, comme ici, pour le moment, peut-être ça vient après, elle n'a pas parlé cohérence, participation, ajustement, réflexivité. Mais finalement, moi, je me dirais, ben, je retire ces attributs-là, vu qu'elle ne les utilise pas dans l'expression, dans l'explicitation de ces mécanismes. Donc, je retourne à la partie, voilà, ici, je crois. Non, un peu plus loin. Ici. Voilà. Je crois que c'est encore un peu plus loin. Pour qu'on ne se répète pas trop. Et voilà. Donc, on termine ici. Disponibilité des équipes 107 augmente, alors la formation en psychose des prestataires est plus dense. Si le territoire géographique de encore un peu plus loin médical et se sentiront davantage soutenus pour le mettre en œuvre. Et si leur capacité d'ajustement augmente, alors ils vont avoir plus conscience de leur capacité à aider les patients, ils vont les utiliser et améliorer la relation qu'ils vont entretenir avec le patient. Je propose enfin d'observer les variables de sortie suivantes, qui sont dont les valeurs après l'instauration de la trajectoire vont être indicatrices de plus de solidarité. La première, c'est la fréquence des appels en provenance de la communauté vers un spécialiste en psychiatrie, qui est d'abord basse, qui augmente dès la réforme, dès que le patient rentre dans la communauté.
Au moment de l'instauration de la trajectoire, on peut observer donc encore une augmentation et finalement une diminution indicatrice de plus de solidarité lorsque les maisons médicales et les aidants proches seront plus à même de gérer le problème. La deuxième variable, c'est le nombre de contacts avec la maison médicale des patients ou bien des aidants proches du patient, qui au départ est très faible. Au moment de l'instauration de la trajectoire, on devrait observer un pic, suivi d'une diminution et peut-être d'une stabilisation, lorsque les proches seront plus à même de gérer certaines situations par eux-mêmes. Cette stabilisation est aussi indicatrice d'une augmentation de la solidarité dans la communauté. Et notre troisième variable, c'est la stabilité du réseau et sa densité, c'est-à-dire la permanence et le nombre de personnes disponibles en première ligne autour du patient, qui devrait s'améliorer au moment de l'instauration de la trajectoire, car ça montrerait qu'il y a des soutiens qui existent pour soutenir les acteurs, que les aidants proches tiennent le coup dans leurs fonctions et que les maisons médicales entretiennent un lien de longue durée avec leurs patients. Cette augmentation de variable sera donc aussi indicatrice d'augmentation de solidarité dans la communauté. Donc l'évolution de ces variables se définit pour soutenir les acteurs. Je vais peut-être m'arrêter ici aussi, parce que de nouveau, et c'est là tout l'exercice à faire qui est un peu compliqué. Donc, on a vu dans la partie qui précédait que le but était d'améliorer la solidarité. Elle propose une série de si et alors qui aboutissent effectivement à une action sur la solidarité au sein de la communauté. Et puis on se retrouve avec un BOTG où en fait finalement ce BOTG se focalise sur des caractéristiques d'utilisation de prestataires que sont la maison médicale ou l'appel à des spécialistes, on suppose des psychiatres. Et donc, elle le dit, mais sans l'expliciter, et c'est ça qui serait intéressant, c'est comment finalement une solidarité augmentée va-t-elle avoir des effets sur les trois variables qu'elle présente ici, stabilité, densité du réseau, fréquence des contacts et fréquence des appels à un spécialiste. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que elle s'intéresse, je crois, à ce qui se passe entre le moment où des équipes mobiles de psychiatrie sont mises en place et ce qu'elle voudrait faire, à savoir travailler sur une trajectoire de prise en place, de prise en charge. Et la mise en œuvre de cette trajectoire, d'après ce que j'ai compris de son travail, va être fortement influencée justement par certains agents, leurs caractéristiques, leurs attributs et leurs interactions. Donc, le but, c'est vraiment ici de développer un raisonnement qui est le plus logique possible, où on part d'agents, leurs attributs, leurs interactions, quelles conséquences cela a sur quelque chose qui m'intéresse particulièrement, quelles conséquences c'est en faisant des si et alors, dans ces cas-ci, ça arrive à la solidarité, et comment cela se monitore, enfin, vous comprenez, je suppose, au travers d'un BOTG, mais donc ce qui a les variables sur ce BOTG, elles doivent être en lien, et on doit comprendre comment elles sont en lien avec l'attribut solidarité. Okay. Que les aidants proches tiennent le coup dans leur fonction et que les maisons médicales entretiennent un lien de longue durée avec leurs patients. Cette augmentation de variable sera donc aussi indicatrice d'augmentation de solidarité dans la communauté. Donc l'évolution de ces variables se définit à droite dans un Behavior over Time Graph au niveau de l'interface de notre logo. La simulation serait utile pour visualiser comment, en fonction des valeurs des attributs des différents agents et en fonction des règles d'interaction posées par hypothèse au départ,
il serait possible d'observer une variation des variables de sortie qui sont indicatrices de l'atteinte des objectifs. La situation nous permettrait d'observer si les variables de sortie évoluent bien dans le sens prévu. Si oui, alors ça signifie que les règles d'interaction prévues de façon hypothétique sont bel et bien vérifiées pour ces agents et pour ces attributs. Donc le mécanisme aura été correctement identifié et la solidarité dans la communauté va bien augmenter ce mécanisme. Si les variables de sortie n'évoluent pas comme espéré, alors on va essayer de les améliorer en modifiant les positions des curseurs des attributs sur lesquels on peut avoir un contrôle. On va ainsi observer à quel niveau on peut améliorer la théorie de changement. On va par exemple voir que pour obtenir certains effets désirés, il faudrait renforcer la disponibilité de la maison médicale pour des appels venant de proches. La simulation basée sur une modélisation centrée agent est avant tout un outil à but pragmatique. Ça permet d'aider à mieux comprendre comment évolue un système complexe et adapter les mesures de gouvernance en fonction de la situation. Merci de votre attention. Voilà. Bon, donc clairement, cette partie ici, ce module 4, ce n'est pas la partie la plus facile du MOOC. Je crois que c'est la partie la plus contre-intuitive de l'ensemble des choses que vous allez faire. J'espère que vous avez compris que le but ici n'est pas de faire, de coder vous-même quelque chose dans NetLogo. Ce serait normalement la suite logique, mais pas, on ne travaille pas là-dessus. Le but est vraiment de comprendre la logique centrée agent et de pouvoir commencer à développer vous-même un raisonnement logique qui permettent de penser comment le changement survient. Je trouve que ces deux exemples sont quand même pas mal faits. Je crois que ça nous a permis de discuter d'une série d'aspects qui sont clés, qui sont importants dans la logique modélisation centrée agent. Est-ce que vous avez des commentaires, choses à dire? Est-ce que vous n'êtes pas trop perdu, dépassé, dégoûté, je ne sais pas quoi rajouter? Ce que je vous propose, c'est enfin, vous pouvez toujours, je vois deux conversations, attendez. Okay. C'est deux choses. Première chose, n'hésitez pas à... Ok, les attributs, faut-il pouvoir les mesurer? Donc ici, la logique de la modélisation n'est pas de prédire. Hein. Ça, j'espère que vous avez bien compris. La logique est vraiment d'essayer de comprendre. Comprendre, donc ce n'est pas du tout la même chose, comprendre que de prédire. C'est comprendre pour pouvoir par la suite mieux s'adapter et mieux adapter son action. Il n'est pas nécessaire de pouvoir de manière concrète mesurer un attribut. Ce que le but, donc la manière dont on définira un attribut, c'est qu'il peut augmenter, il peut diminuer, mais très souvent, on va de manière un peu artificielle définir une échelle entre un minimum et un maximum dans lequel l'attribut peut varier. Donc, par exemple, la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on mesure facilement. Néanmoins, ça peut être un attribut intéressant à mentionner parce que la confiance peut augmenter, la confiance peut diminuer. Dit d'une autre manière, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le niveau de confiance que j'ai atteint, mais c'est beaucoup plus comment la confiance, le niveau de confiance évolue au cours du temps. Donc, je ne vais pas mesurer à un certain moment le niveau de confiance, je veux beaucoup plus voir comment les choses évoluent au cours du temps. Okay.
Donc, on est dans un exercice, quand on fait de la modélisation centrée agent, qui est un exercice entre guillemets, qui n'est pas directement connecté à une réalité où je mesure une série de choses, mais qui est beaucoup plus un exercice où je prends un peu du recul par rapport à une réalité et j'essaye de développer un raisonnement logique. Donc, il n'est pas nécessaire, réponse, de mesurer de manière formelle des attributs. Donc, ce que je voulais vous dire, donc vous ne devez pas hésiter à vous lancer à faire une tentative de vidéo. Je vais essayer de les commenter, c'est juste que donc ces derniers jours, j'étais trop occupé. Normalement, nous avons prévu une prochaine, le dernier webinaire le 1er juillet. Et je voudrais respecter cette normale, enfin, cette date-là. Et donc, avant le prochain webinaire, si jamais vous avez l'occasion de poster des vidéos, n'hésitez pas. Je répète, ce n'est pas parce que vous les mettez dans la partie certificative qu'elles sont définitives, donc on peut les adapter. Voilà. Alors, après le webinaire, à la fin du webinaire 4, on verra pour la suite et on verra comment finaliser votre travail ou comment encore avancer dans votre travail. Et voilà. Un fil de discussion. Normalement, vous voulez dire mettre dans un fil de discussion. Ah oui, mettre les vidéos qu'on a vues maintenant. Donc, je vais essayer de… Bien sûr, donc normalement, il y a deux erreurs que j'ai faites. Je n'ai pas mis l'enregistrement du webinaire numéro 2 à l'endroit adéquat, si c'est ça la question. Et je dois mettre l'enregistrement d'aujourd'hui aussi à l'endroit adéquat. Donc, il y a un endroit dans le MOOC où vous pouvez revoir les vidéos des étudiants, des apprenants. Et donc, il faut que je le fasse absolument avant la fin de la semaine. Celle qu'on va créer, on peut… Ah non, pardon. Non, en fait, alors la question, je n'avais pas compris la question. Donc, en fait, il y a deux choses. Soit vous êtes dans une modalité dite audit, donc vous n'allez pas vers un certificat, et alors normalement, vous pouvez l'insérer mettre votre vidéo dans une partie discussion chat. Mais malheureusement, si vous êtes dans une version audit, vous devez poster votre vidéo qui n'est pas accessible à tout le monde, qui est uniquement accessible à moi et aux personnes qui ont accès à la partie, entre guillemets, enseignant. Mais donc, je peux, par contre, avec l'accord de la personne, la partager à tout le monde, partager les vidéos qui m'arrivent. Et donc, pour la prochaine fois, lors du webinaire 4, si j'ai de nouvelles vidéos qui arrivent, ce que je peux faire, c'est m'assurer que d'autres y aient accès et qu'on parte de ces vidéos-là pour discuter de nouveau. Voilà. Bien. Mais donc, il n'y a plus qu'à, comme on dit en Belgique, donc il n'y a plus qu'à faire le travail. Je reste intéressé de voir vos productions et de toute façon, quelles qu'elles soient, elles sont toujours intéressantes en ce qui me concerne. Bien, mais donc je vous souhaite une bonne continuation d'après-midi. J'espère qu'il n'y a pas trop d'orage par chez vous. Ici, on voit l'orage qui menace d'arriver. À bientôt, donc n'hésitez pas. Je crois qu'il y a des différents canaux quand même de communication dans le MOOC. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous le voulez. Bon après-midi. Au revoir.